Merci, professeur. Vous êtes aussi un penseur de la bonne gouvernance politique. Dans votre dernier ouvrage, Philosophie du droit politique pour l'État les meilleurs, vous plaidez en faveur d'une philosophie servante des pauvres, des misérables, et dans une Afrique dominée. Dites-nous, professeur, de quel type de leadership l'Afrique a besoin pour pouvoir briser les taux de ses souffrances et s'émanciper de son sous-développement endémique? Bon, il faut dire sur ce sujet que c'est clair, un leadership qu'il nous faut, c'est un leadership intellectuel, vraiment un leadership non seulement des gens, dans le sens des gens qui ont l'intelligence nécessaire, qui ont la rationalité nécessaire dans l'analyse des choses et dans le choix des décisions à prendre, mais également des intellectuels vraiment très très bien formés. Il nous le faut dans nos pays. Deuxième qualité de leadership, c'est les qualités éthiques. On ne vient pas au pouvoir pour pouvoir personnellement prendre le pouvoir et l'accaparer pour soi seul. Non, là, on n'est pas véritablement leader. Un leader travaille pour soi, mais essentiellement pour les autres, parce qu'il guide les autres. Il doit guider les autres, il doit amener les autres au bonheur. Donc, c'est une grande qualité, la qualité de vertu, d'honnêteté, de justice, la qualité la meilleure possible qu'il faut avoir, c'est celle-là. Mais également, il faut des qualités sociales, des qualités sociales. Et quoi, par exemple, c'est simplement cette compassion qu'il faut avoir vis-à-vis des peuples qui souffrent, vis-à-vis des autres. Et enfin, une qualité peut-être purement politique, c'est la vision longue et correcte sur notre devenir, sur ce que nous devons être comme peuple d'ici, par exemple, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vis-à-vis notamment des autres, qui sont nos voisins ou qui sont en face de nous. Je crois que voilà les qualités. Donc il faut des qualités intellectuelles, il faut des qualités morales, il faut des qualités sociales et des qualités politiques telles que je les ai décrites tout à l'heure là. Mais une question sous-jacente, c'est comment faire advenir de tels leaders politiques qui puissent assumer correctement la gouvernance de notre pays. C'est une autre question. Et cette question peut être résolue d'une certaine manière par ce que nous sommes en train de faire ici, par la philosophie. C'est-à-dire par la pensée la plus profonde possible qui soit associée à la vertu morale, à la vertu d'honnêteté, à la vertu de... Et faire venir cet tel homme de manière concrète. Vous savez que nous pratiquerons ce que les Occidentaux nous ont amené, les élections, et essentiellement les élections au suffrage universel direct, c'est-à-dire il faut choisir le président de la République, il faut choisir, mais j'ai toujours pensé que c'est une manière défectueuse de pouvoir choisir nos dirigeants, nos leaders. Ce n'est pas une bonne manière, parce que ceux-là qui votent, qui vont élire les leaders, j'ai en tête surtout les leaders le plus important, le président de la République. Ceux-là qui vont voter pour lui ne le connaissent pas du tout, ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas s'il a, dans le passé, volé la poule d'autrui ou les œufs d'autrui, comme quand il était enfant, et qu'il pourrait peut-être voler l'argent des autres dans les caisses de l'État. Donc, la qualité même des électeurs de nos leaders est douteuse.
surtout au suffrage universel direct. C'est pour cela que j'ai toujours préconisé de réduire le mal en procédant par des élections au suffrage universel indirect, c'est-à-dire concrètement, par exemple, dans notre constitution du Congo ici, on dit que c'est tout le monde qui doit voter, tous les gens qui sont à l'âge requis, c'est-à-dire 18 ans. Mais moi, je pense que le président de la République doit pouvoir simplement, pour des raisons pratiques et pragmatiques, il doit pouvoir être simplement élu par les élus. Par les élus, c'est-à-dire par les sénateurs, par les députés nationaux et par les députés provinciaux. Et si on veut étendre le corps électoral pour avoir le maximum, comme on dit, de légitimité, eh bien on peut étendre l'élection, le droit de vote aux élus des communes, des secteurs, etc., aux échelons les plus bas possibles. Mais au moins, c'est un corps électoral transparent. Et c'est un corps électoral qui est facile à pouvoir contrôler lorsqu'on veut mener la lutte contre la corruption des électeurs. Parce que le reproche qu'on peut faire à cette théorie que j'avance de l'élection indirecte, c'est que ça facilite la corruption. La corruption y est facile, comme on l'a vu pour l'élection des gouverneurs et l'élection des sénateurs dans notre pays. Mais je pense qu'il y a des mécanismes pour pouvoir surveiller davantage le déroulement des élections au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, vous savez, dans notre pays ici, le premier président de la République avait été élu non pas par tout le peuple, mais simplement par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des sénateurs et des députés nationaux. Et c'était facile, en quelques heures, on a terminé, ils ne dépensent même pas 5 ou 20, 10 dollars pour ça, non. Et donc ici, le système que nous choisissons, c'est un système qui nous coûte inutilement des milliards de sous, de dollars, inutilement je dis, avec sérieux, parce que à la fin, vous savez, on connaît déjà celui qui est choisi. On le connaît. Vous pouvez beau voter, vous le peuple, chacun vote, mais on connaît déjà à l'avance ceux-là qui doivent pouvoir proclamer les candidats élus ou pas, eh bien, connaissent déjà à l'avance. C'est ça qui s'est fait dans notre pays, du moins dans les autres pays d'Afrique. Je ne sais pas si les élections ont été largement améliorées, les procédures d'élection ont été largement améliorées, je ne sais pas, mais dans notre pays jusqu'à présent, les fraudes sont totalement visibles, les fraudes sont continuelles. Et à quoi bon, quand on fraude, d'aller dépenser en même temps de l'argent pour fabriquer des urnes, pour pouvoir fabriquer des bulletins à coût de millions au lieu d'aller construire des routes, des écoles, des dispensaires, etc., ou d'améliorer le salaire des fonctionnaires, des militaires, des enseignants, etc. Donc voilà, je pense que la manière de faire venir ou de faire advenir les leaders qu'il faut doit pouvoir être repensée dans nos pays. Autrement, nous continuerons à patauger, simplement à gaspiller de l'argent et à élire, je ne sais pas s'il faut d'ailleurs dire élire, parce que élire signifie faire un choix pertinent et éclairé. Mais au suffrage universel, direct que nous préconisons, on ne peut pas élire véritablement les dirigeants. Voilà. Nava, merci professeur. Vous parliez tantôt de la qualité des leaders, comment les faire naître. La question que je vais poser est un peu liée à la précédente, celle à laquelle vous venez de répondre. Professeur, dans une Afrique où abonde une littérature pessimiste, empreinte des prophéties apocalyptiques, cumulant dans ce que Kamana appelle le syndrome de la fuite de l'homme africain vers l'Occident, dites-nous, professeur,
Pourquoi le paradigme de développement africain peine à donner de l'envol à l'Afrique et à montrer les pertinences concrètes? Oui, c'est vrai qu'il y a une littérature très, très, très abondante sur le statut, la nature, la souffrance de l'Afrique. On a parlé de l'Afrique qui refuse le développement, on a parlé de l'Afrique étranglée, de l'Afrique en suffocation. Kamana lui-même, je crois, est allé également dans ce sens. C'est une littérature catastrophiste, mais qui a son sens dans la mesure où elle nous réveille à autre chose, à ce qui devrait pouvoir être réalisé. Mais malgré cela, malgré des productions d'éveil des consciences qui sont nombreuses, pourquoi, vous dites, nous n'arrivons pas encore à faire un pas vers le développement? Mais parce que je pense que nous n'avons pas encore eu véritablement dans la plupart de nos pays africains des leaders politiques, des responsables politiques véritablement vertueux, qui agissent avec un sens élevé de responsabilité, un sens élevé de moralité, d'honnêteté, de justice pour les autres. Nous n'avons pas ça. Pourquoi nous n'avons pas? Mais parce que, entre autres, en nous rimant, non, en nous arrimant à l'Occident avec leur manière de pouvoir faire, notamment l'élection simplement de président de la République, eh bien, nous passons à côté des choses, à côté de la vraie personne qu'il nous faut. Vous voyez, nous avons eu à un certain moment dans certains pays des vrais leaders politiques, comme qui, par exemple, Nkrumah, je l'ai beaucoup aimé, comme Nkrumah. Nyerere a très bien travaillé. En général, les leaders de la première décennie des indépendances ont eu une vision correcte, une manière correcte de pouvoir tenter de mener notre Afrique vers le développement. Tous ces pères du panafricanisme, ils étaient dotés d'une grande volonté et d'une très grande bonne volonté de pouvoir conduire l'Afrique vers le développement. Après, lorsque les coups d'État sont arrivés, il y a eu un engouement vers tout à fait autre chose. La première chose, c'est la protection de soi-même, parce qu'on aura fait un coup d'État qui a écarté l'autre et on a peur d'être écarté soi-même. Et donc, toute l'attention a été focalisée vers la protection de soi-même. Les dirigeants ne s'occupaient plus vraiment du développement, mais de leurs propres intérêts, de leur propre protection vis-à-vis d'un coup d'État éventuel. Également, en ayant fait cela, ils ont eu le désir ou le besoin de pouvoir puiser la plus grande quantité possible d'argent dans la caisse de l'État pour assurer sa propre protection, pour s'assurer sa propre survie, simplement. Et nous sommes entrés donc dans un cycle extrêmement douloureux où chacun se sert. Et cela est encouragé par le fait d'ailleurs qu'en se servant soi-même, on ne se punit pas, on ne sanctionne pas les autres qui feraient la même chose que soi. Et donc, le manque de sanctions favorise notre régression vers le sous-développement, notre pataugement même, notre régression vers le sous-développement. Donc, si nous voulons, et je l'ai toujours préconisé dans plusieurs de mes écrits, si nous voulons véritablement nous développer, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre des lois évidemment en place. C'est la première étape, c'est clair. La deuxième étape, c'est éduquer les consciences à pouvoir respecter ces lois que nous faisons, en plus de l'éducation intellectuelle, technique, etc.
Et la troisième étape, c'est la sanction la plus grave, la plus effrayante, il faut le dire, possible, c'est-à-dire pour moi, jusqu'à la peine de mort. Parce que quand quelqu'un a volé des millions d'argent, il fait mourir des gens, au sens littéral du mot, qui meurent de faim, de pauvreté, et lui jouit avec des millions qu'il aura volés dans la caisse. Quelle punition il faut réserver à un tel monsieur? Je ne vois pas. La peine de mort, ce qui nous amène la philosophie, l'idéologie des droits de l'homme, pense qu'il ne faut pas tuer, il faut pas... Mais je crois que cela n'est pas acceptable du tout, en raison. Il faut arriver jusqu'à la peine. Et si on vante une autre peine qui va au-delà de la peine de mort, bon, moi je suis bien d'accord, mais en tout cas, pas en deçà de la peine de mort, suivant bien entendu la proportionnalité des crimes qui ont été commis. Mais sincèrement, moi je suis d'avis que une manière efficace de pouvoir dissuader ceux qui s'amusent avec le développement de nos pays, c'est simplement de les écarter démocratiquement par la peine maximale, la peine de mort, et en ayant soin de retirer à tous ces détourneurs, tous ces voleurs, tous les biens qu'ils auront volés. Si nous ne procédons pas par ça, si nous, comme on le voit dans notre pays au Congo, les voleurs sont même sanctifiés, gratifiés par davantage d'autres postes juteux, bon, nous ne pouvons pas véritablement avancer du tout. En tout cas, c'est la cause majeure que je trouve de notre sous-développement ou de notre incapacité à pouvoir faire un saut vers le développement. Professeur, vous venez d'évoquer la question de la sanction en passant par l'exemple de la peine de mort, qui sont des questions des droits de l'homme qui elles-mêmes s'enracinent dans notre existence collective. Nous voudrions savoir, professeur, de quelle manière la philosophie peut-elle contribuer à l'expression de notre humanité dans une République démocratique du Congo en proie au problème de vivre ensemble juste et pacifique? Comment votre pensée pourrait penser les plaies du tissu social de ce pays? Bon, je l'ai dit tout à l'heure là, et notre philosophie doit pouvoir simplement aller vers la population en commençant par ceux-là qui ont les rênes de notre destinée, de notre destin carrément en main, c'est-à-dire les acteurs politiques qui ont la capacité de décider de ce qu'il faut faire de nous, de ce que... Ils ont décidé de faire de nous des pauvres, ils le font. Maintenant, nous, philosophes, nous devons pouvoir penser les principes, les mécanismes, les chemins nécessaires, susceptibles de leur faire comprendre la nécessité de travailler autrement, de voir autrement la politique, de penser véritablement au peuple qui les célèbre beaucoup, mais malheureusement sans parfois beaucoup d'effets ou beaucoup d'éléments concrets. Et comment pouvoir faire en sorte que effectivement nous sortions de qu'il y ait un peu plus d'humanité, mais c'est cela. L'éducation, je l'ai dit, l'éducation, elle est importante. Je mets l'accent sur l'éducation civique et politique. Vous connaissez mon livre que j'ai écrit sur la participation politique. Mais l'éducation ne suffit pas. C'est, comme j'aime à le dire, et les prêtres, les pasteurs et nous, les philosophes, nous avons la même tâche de pouvoir tenter de convertir ceux-là qui ne veulent pas marcher sur la voie de la raison et de la moralité. Mais malheureusement, malgré tous nos efforts, le péché, le mal continue à être fait et parfois même à certaines époques est amplifié. Mais pourquoi? Mais les pasteurs n'ont pas de sanctions, les prêtres n'ont pas de sanctions. La sanction qu'ils brandissent, c'est
mauvaise vie, ce n'est pas aller au ciel, ce n'est pas une sanction, ça, qui peut dissuader les, les pêcheurs quand ils veulent bien, en tout cas les voleurs d'argent, accrochés aux intérêts matériels financiers. Et c'est la même chose, le philosophe n'a pas non plus la sanction pour pouvoir dissuader l'homme politique détourneur ou simplement inattentif à la vie des autres, à la bonne vie des autres, pour pouvoir le dissuader de faire autrement. Mais ce qu'il faut faire, probablement, c'est faire une sorte de collectivisation de nos énergies. Je crois que vous avez lu dans le livre que vous citez là, un passage où je dis que nous devons pouvoir faire en sorte que nous puissions ordonner les philosophes, c'est-à-dire leur conférer un caractère relativement sacré à travers un ordre des philosophes conseillers de la République. Je préconise que nous allions au-delà de la société des philosophes, de l'association des philosophes, mais que nous puissions créer un ordre que j'appelle un ordre de philosophes conseillers de la République, à la manière des avocats qui ont l'ordre des avocats, à la manière des pharmaciens qui ont l'ordre des pharmaciens, etc. Si nous créons dans chaque pays un ordre de philosophes conseillers, je pense que nous pouvons avoir un certain impact sur les décideurs politiques. Il faut collectiviser, comme je dis, il faut fédérer, il faut faire une synergie des philosophes qui pensent de la même manière, pas nécessairement associer ceux-là qui, eux, sont accrochés à penser l'être en tant qu'être, ou le tout en tant qu'un tout. Non, là, c'est une autre branche qu'il ne faut pas considérer comme véritablement de la philosophie. C'est autre chose. Donc, les philosophes doivent pouvoir s'associer, doivent pouvoir travailler à faire comprendre en synergie, en faisant comme une sorte d'engagement politique collectif pour pouvoir comprendre aux acteurs politiques qui nous dirigent que le bon chemin n'est pas celui qu'ils ont choisi de prendre pour mener à bien le destin ou la destinée de leur peuple. Voilà. Si vous agréez l'idée de création d'un ordre des philosophes conseillers, essentiellement ceux qui travaillent en éthique et en politique, et bien là, alors peut-être que nous pourrions avoir un outil relativement plus efficace dans notre action, parce que dans notre pratique de la philosophie, parce que la pratique de la philosophie, et on avait commencé par là, elle est défectueuse, parce que nous avons cru que la philosophie doit pouvoir se faire simplement pour pouvoir philosopher, pour pouvoir faire voir à l'école ou à l'Occident qu'on peut penser de manière théorétique, de manière assez intellectuelle. Bon. Si nous continuons à emprunter cette voie-là, alors là, vraiment, nous ne pouvons pas, nous n'aidons pas notre société à se développer, à avancer. Autrement dit, notre philosophie doit pouvoir être utile à la société. Comme toute discipline doit pouvoir être utile, l'économie doit contribuer à l'avancée, à l'avancement de la société. La médecine doit pouvoir contribuer. Ceux qui font les ingénieurs, les sciences, toutes les sciences doivent pouvoir être utiles à la société, y compris la philosophie. Utilitariste, direz-vous? Oui, si on veut bien utilitariste, je le veux, mais en tout cas, je pense que notre philosophie doit absolument être utile et efficace si nous voulons avoir une place dans la société. Voilà, professeur, vous venez d'évoquer les débuts de l'interview. Moi, je m'en vais évoquer la fin. Nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview. Professeur, quels pourraient être les segments littéraires de votre pensée, puisque vous êtes aussi écrivain? Serment littéraire. Bon, je ne sais pas exactement ce que je peux dire à ce sujet, mais
Je vous dis simplement que pour avoir fait des humanités littéraires gréco-latines, je m'investis beaucoup effectivement, bon pas beaucoup mais quelque peu, dans la littérature, la production littéraire. J'ai écrit un certain nombre de ce que j'appelle des nouvelles comtées. C'est-à-dire, j'entre dans nos traditions africaines, je prends un conte que je retravaille, j'actualise et j'en fais comme une nouvelle. Vous voyez, vous connaissez, les nouvelles sont des petits romans. J'en fais une nouvelle, mais une nouvelle à partir d'un conte. J'appelle ce genre littéraire de nouvelles contées. Et j'en ai produit 4 ou 5, je crois, et qui ne sont pas encore vraiment très très bien connus. Et j'ai produit, comme tous les jeunes à l'époque où nous étions jeunes, des poèmes. Bon, j'écrivais, je faisais des beaux poèmes, je peux le dire, parce que j'ai pu obtenir au moins 3 prix littéraires, dont un prix qu'on a appelé prix Némis du Chili. Némis, c'est-à-dire un prix que les Chiliens ont donné en l'honneur de 2 grands poètes chiliens, Némis, plutôt Neruda et Mistral. Alors on a dit Némis, Mistral, 2 grands poètes chiliens. L'ambassadeur de Chili qui était ici avait organisé en 1986 un concours et nous avons été primés dans le cadre des nouvelles. Des nouvelles, et moi je les appelle donc de nouvelles comtées. Des nouvelles comtées. J'ai continué, il y en a plusieurs qui ne sont pas encore malheureusement publiés. Voilà, et qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est que simplement, je tente de tirer chaque fois une morale, un tout petit peu comme la plupart des fables de La Fontaine, etc. Je tente de tirer une leçon à partir une leçon morale essentiellement à partir du texte qui est produit. Je suis même en train de rêver de pouvoir reprendre quelques fables que j'ai inclus dans quelques-uns de mes livres. Si vous voyez mes livres, parfois certains chapitres comportent un petit récit ou une fable, et je pense pouvoir les regrouper pour en faire des fables, peut-être des fables non pas de La Fontaine, mais des fables de Ngoma Binda, et bon, c'est ce que je pense pouvoir faire. En tout cas, c'est encore une fois pour pouvoir donner une leçon pédagogique, morale à nos acteurs politiques et aussi à nos enfants. J'écris aussi pour les enfants. Je viens d'achever la 2e édition d'un livre que j'ai écrit sur Zamenga Batukezanga. Zamenga Batukezanga, c'est un écrivain congolais qui est le plus connu ici, populaire, c'est un écrivain populaire. Et j'ai écrit un petit ouvrage sur lui en 1990, et je viens de l'actualiser, le compléter. Voilà, donc je suis en même temps plus ou moins écrivain et plus ou moins critique littéraire, et en plus d'être auteur. Alors là, le message est le même, c'est l'éthique, c'est les vertus, c'est la bonne manière de pouvoir bien se comporter en société pour une humanité mieux solidaire. Voilà, la leçon, vous venez de le dire, éthique, voilà, pour arriver à une bonne humanité dans la société. Professeur, auriez-vous un dernier mot à dire à vos lecteurs qui auront contact avec les prochains numéros? Bien, ce que je peux dire, c'est simplement que je me suis donné effectivement la décision de pouvoir philosopher autrement que plusieurs de nos collègues l'ont fait ou le font.
J'ai publié pour ça avec le professeur Chamalenga Toumba, que j'ai évoqué au début, un article qu'on a écrit ensemble intitulé « Philosophons autrement » pour pouvoir faire advenir une nouvelle race de philosophes en Afrique. Et moi, je pense que j'ai tenté ou je tente d'assumer cette vocation de départ, cette tâche qu'on s'est donnée dès le départ, en focalisant mes réflexions essentiellement sur la politique et l'éthique. C'est la voie, à mon avis, de pouvoir donner des conseils les plus efficacement possibles à ceux-là qui nous dirigent, à ceux-là qui doivent pouvoir penser, conduire vers le bonheur, le peuple dont ils ont la charge. Je crois que le conseil que je peux donner aux jeunes collègues, aux lecteurs, etc., c'est de pouvoir tout de même écouter, rechercher un tout petit peu ce que nous produisons pour qu'ils en discernent le mauvais côté, possiblement le bon côté, les valeurs que contiennent, les bonnes idées que contiennent nos modestes efforts de pensée philosophique. Et l'autre leçon, c'est que, et qui est d'ailleurs adjacent à cela, c'est que les Africains doivent pouvoir focaliser l'attention sur les objets de discours de leur société, de leur peuple confronté à des difficultés particulières, spécifiques. Voilà. Éminent professeur, nous voici au terme de notre interview. Nous tenons à vous remercier pour ce temps que vous nous avez accordé malgré votre horaire très chargé. Vous nous avez nourri de vos réponses à nos questions. Je voudrais, à mon nom personnel, au nom de la revue et en représentation de nos autorités académiques, vous remettre quelques exemplaires de notre dernier numéro paru que nous avons ici dédié à une réflexion sur le leadership et le développement en Afrique, une lecture philosophique. Voilà, 2 exemplaires pour vous, professeur, pour la revue Raison Ardente. En tout cas, je vous remercie de tout cœur et je vous encourage à continuer dans la lancée. C'est, je le vois, c'est dans la lancée de la philosophie inflexionnelle. Exactement. Félicitations. Merci, professeur, puisque vous parlez de la philosophie inflexionnelle. Vous êtes les lieutenants de la philosophie inflexionnelle. Le numéro que nous venons de vous remettre est le 114e numéro. Le 115e numéro vous a été dédié. Il sera consacré à votre pensée, notamment sur la philosophie inflexionnelle. Alors, chers abonnés, notre public et lecteurs, nous vous demandons, pour une bonne réception du prochain numéro qui sera consacré au philosophe Elingo Mabinda ici présent, de vous procurer quelques-uns de ses ouvrages. C'est un auteur prolifique qui a beaucoup produit. Je m'en vais vous présenter quelques exemplaires pour la bonne recherche. Nous avons Construire notre République. Et voilà, le président Kasavubu, président du Congo. Et vous avez, la philosophie et pouvoir politique en Afrique, la participation politique et puis la pensée politique africaine contemporaine et son dernier ouvrage paru qui est Philosophie du droit politique pour l'État, les meilleurs. Tous ces ouvrages sont accessibles dans les différentes bibliothèques en consultant la bibliographie aussi du professeur et vous pouvez retrouver la revue Raison Ardente à travers nos liens dans les réseaux sociaux. Le lien de la revue vous sera donné en bas de la vidéo et bonne réception du prochain numéro. Merci.